Bonjour à tous, merci de nous retrouver à l'heure tous les mardis euh, pour les webinaires de French Morning. Je suis Romain Poirot, directeur commercial associé de French Morning Media Group. Pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, on est le média pour les Français aux États-Unis. On va fêter nos 15 ans au mois de juin. Aujourd'hui, le sujet, comment choisir son visa et pérenniser sa situation aux États-Unis. On a la chance de recevoir deux expertes, Isabelle Marcus, qu'on ne présente pratiquement plus dans l'immigration aux États-Unis, parce que c'est vrai que ça fait pas mal d'années qu'elle a accompagné beaucoup de gens, et notamment aussi des célébrités, mais aussi des personnes moins célèbres. Elle aide tout le monde et elle vous conseille en fonction de votre situation. Donc, elle est la fondatrice et CEO de Columbus Consulting Group, donc société, comme je le disais, spécialisée en mobilité internationale, cross-border, transatlantique, vous l'appelez comme vous voulez, entre souvent la France et l'Europe et vers les États-Unis. On a Clara Bernier qui est avec elle, qui est dans la même équipe. Elle est Managing Director de Columbus Consulting Group. Elles vont essayer de faire une petite présentation comme d'habitude. Vous savez, vous êtes un peu plus d'une centaine de personnes à avoir pris un ticket aujourd'hui. Donc, on a toujours le même process. On a 20-30 minutes de présentation. On répond aux questions qu'on a reçues par email. On a reçu pas mal d'emails. Et puis après, c'est questions-réponses. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Vous pouvez lever la main si vous êtes sur Zoom en audio. Si vous êtes sur LinkedIn, Facebook ou YouTube en live, vous pouvez mettre vos questions dans le question-réponse, dans le chat, et je poserai vos questions à nos expertes. Et comme je disais, les plus téméraires sur Zoom, vous levez la main. Allez, je vais tout de suite passer la parole à Isabelle et à Clara pour nous présenter un petit peu la suite du programme. Bien, bonjour tout le monde ou bonsoir pour ceux qui seraient en Europe ou en France. Merci Romain pour cet accueil et introduction. Donc, nous sommes ravis aujourd'hui de démarrer ce webinaire pour discuter des options de visa et une fois que vous êtes aux États-Unis, en effet, comment pérenniser votre situation. Le visa est un outil indispensable à votre venue aux États-Unis. C'est un outil qui va vous permettre de résider et de travailler aux États-Unis et de développer, bien entendu, d'implanter et de développer votre entreprise. Donc, nous allons commencer par un tableau récapitulatif sur les visas, une vue d'ensemble. Donc, les visas, nous avons plusieurs outils en termes de visa, des outils court terme, des outils moyen terme et des outils long terme qui sont la carte verte. Il s'agit à chaque fois de déterminer l'option qui va convenir le mieux à votre situation à un moment donné et évidemment d'anticiper à chaque fois la prochaine étape. Donc, c'est ce que nous allons essayer de faire aujourd'hui, c'est de vous donner les clés à l'instant T et de vous aider à anticiper et à prévoir votre prochaine étape en termes d'accompagnement visa. Donc, pour commencer, les visas à court terme, cela peut être une solution de transition qui peut vous amener vers un visa de travail. Donc, nous allons commencer avec l'ESTA. Donc, je passe rapidement puisqu'il ne s'agit pas d'un visa. C'est en effet un visa waiver. Donc, tout ressortissant français peut bénéficier d'un ESTA qui peut lui permettre de rester aux États-Unis jusqu'à 90 jours. Donc, soit en faisant plusieurs voyages ou en restant d'affilée 90 jours dans une année calendrière. Attention, donc cela ne vous donne pas la possibilité de passer d'un ESTA à un autre type de visa depuis les États-Unis. Si par la suite, vous envisagez d'obtenir un visa de travail, il vous faudra dans tous les cas rentrer en France et faire cette demande depuis la France. Donc, nous allons passer au visa B1, B2. Donc, le visa B1, c'est le visa de visiteur business et le B2, c'est visiteur touriste. Donc, pourquoi par rapport à un B1, passer d'un B1 plutôt qu'un visa waiver? Eh bien, le B1 peut être un visa dit de transition. Donc, ça veut permettre de rester soit 6 mois d'affilée
aux États-Unis, donc au-delà des 90 jours autorisés par l'État, ou alors de faire une fois encore de multiples visites fréquentes. Donc, quand on est un entrepreneur, eh bien, avant justement de qualifier pour un visa E, donc nous allons discuter et dont nous allons voir les détails tout à l'heure, eh bien, il peut être intéressant certaines fois d'envisager de faire une demande de visa B1, de visiteur business. Attention, ce visa ne permettra pas d'obtenir un numéro de sécurité sociale ni de travailler. C'est véritablement dans le cadre de votre travail en France que vous demandez ce visa pour accomplir des missions de type business, de prospection business, pour signer, négocier des contrats, trouver un lease commercial, un lease de bureau, ou voire même commencer à recruter un premier employé. Mais une fois encore, la limite de ce visa, c'est que vous ne pourrez pas travailler avec aux États-Unis. Et il y a également un autre visa dit de transition qui est également le visa J1, Young Professional Trainee. Donc ça, ce sont plus pour des jeunes professionnels qui souhaiteraient avoir une première expérience aux États-Unis pour acquérir une connaissance du marché américain. Nous reviendrons un petit peu plus tard sur ce visa J1. Donc, nous venons de voir des visas à court terme ou dit de transition, ces visas peuvent rapidement s'avérer insuffisants par rapport à vos besoins aux États-Unis. De là, nous avons les visas sérieux, les visas de travail, tels que le visa E, le visa E2, investisseur, ou E1 pour des échanges commerciaux entre la France et les États-Unis. Nous avons le visa L, quand vous souhaitez envoyer une personne intra-transférés à l'intérieur d'un même groupe depuis une des entités du groupe à l'extérieur des États-Unis vers l'entité qui est basée aux États-Unis. Nous avons également comme autre outil le visa O pour des individus aux compétences extraordinaires. Et enfin, nous avons le visa H1B pour des travailleurs spécialisés. Nous allons revenir en détail vers ces visas par la suite avec Clara, à qui je vais passer la parole. Avec un focus donc sur le visa E, qui est un outil très utile et très utilisé pour venir s'installer aux États-Unis. J'étais en mute, excusez-moi. Je disais bonjour à tous. Bonjour à tous, merci de votre participation. Donc, comme le disait Isabelle, je vais mettre le focus sur le visa E. Donc, deux types de visa E. Nous avons le visa E2, qui est le visa investisseur, lorsque l'on a un investissement substantiel dans une société, une filiale américaine, et également le visa E1, donc pour les échanges commerciaux substantiels entre la France et les États-Unis. Les critères d'éligibilité au visa E sont notamment d'avoir au moins 50% de la société américaine détenue par des personnes de la même nationalité que celle-ci. Donc, par exemple, si nous avons une société américaine avec majoritairement 50% d'actionnariat français, cela va permettre de sponsoriser des personnes de nationalité française, que ce soit un entrepreneur ou également un employé. Le bénéficiaire du visa doit avoir, comme je le disais, la même nationalité que celle de l'actionnariat majeur. Et également, ça peut être donc un entrepreneur ou un investisseur, mais également un employé donc de type manager ou un employé avec des compétences et connaissances essentielles. Pour le visa E1, donc nous avons besoin d'un échange substantiel entre la France, si c'est le treaty country, et les États-Unis. Nous avons besoin d'un nombre substantiel d'échanges commerciaux, mais également d'une valeur en dollars substantielle de ces échanges. Nous avons également besoin d'avoir 50% minimum du commerce entre la France ou un autre pays treaty country et les États-Unis. Pour ce qui est du visa E2, c'est donc le visa investissement substantiel. L'investissement substantiel n'est pas noté dans le texte, mais en général, on parle d'un minimum de 100 000 $. L'investissement doit également être at risk, c'est-à-dire espérer un retour sur investissement, et actif, c'est-à-dire en fait bénéfique à l'économie américaine. Par exemple, créer des emplois, donc recruter un premier employé américain, également sécuriser un bail de bureau. Et enfin, l'entreprise doit être réelle et opérationnelle.
Isabelle. Oui, j'avais juste, s'agissant de l'investissement substantiel, c'est vrai qu'on nous pose souvent la question à Clara et moi-même de savoir quel est ce montant. Donc, il faut que vous ayez en tête que le montant, en fait, doit être proportionnel par rapport à l'activité de la compagnie. Si c'est une société de services, comme l'indiquait Clara, on envisage au moins 100 000 $ pour couvrir les frais d'opération de la première année de la société. S'il s'agit d'un commerce, eh bien, il faut couvrir des frais qui seront un peu plus importants, comme un bail commercial qui va être plus cher que de louer la location d'un bureau. Donc là, on sera plutôt même dans les 200 à 250 000 $ pour un retail, hein, un bail commercial. Donc voilà, donc l'investissement substantiel, une fois encore, bien qu'il ne soit pas chiffré dans les textes, eh bien, gardez en tête qu'il doit être proportionnel par rapport à l'activité de votre entreprise. Clara, je te repasse la parole. Donc, concernant la durée de ce visa, elle est de 25 mois si le treaty country est la France et renouvelable indéfiniment. Également, quelque chose de très positif, c'est que le conjoint peut travailler et il y a eu récemment une nouvelle, c'est que le conjoint maintenant peut travailler en raison de son statut. Il n'y a plus besoin de demande de permis de travail et on reviendra sur ça à la fin du webinaire lorsque l'on parlera des nouvelles de l'immigration justement. Isabelle, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou est-ce que nous poursuivons? Non, plus d'interruption. C'est parfait. Donc, je prends le relais sur comment choisir son visa quand quelqu'un est entrepreneur ou founder de son entreprise. Souvent, c'est aussi une question que nous avons récurrente de choisir la meilleure option de visa. Donc, nous avons souvent cette question. Est-ce que je dois choisir un visa E entrepreneur ou un visa L intra-transféré, sachant que je suis moi-même salarié de mon entreprise en France? Le visa E, comme nous venons de le voir avec Clara, eh bien, il faut qu'il y ait une détention française au moins à 50% de l'entité américaine. Il faut être citoyen du pays du traité et donc français en l'espèce, et ce sera pour une durée de 25 mois. Donc la contrainte, évidemment, c'est que le bénéficiaire d'un visa E ne peut être que de la même nationalité que l'actionnaire majoritaire de l'entreprise américaine, ce qui ne sera pas le cas d'un visa L. Donc si par exemple la personne n'est pas de nationalité française, or l'actionnaire majoritaire de la société américaine est français, eh bien la personne ne pourra pas bénéficier d'un visa E. La seule option possible sera de ce fait un visa L. Également, l'avantage du visa E sur le visa L, eh bien, c'est que le visa E, c'est une application consulaire. Le dossier est envoyé directement au consulat à Paris versus le visa L, où c'est un dossier extrêmement lourd qui doit être envoyé d'abord auprès de l'autorité d'immigration américaine, l'USCIS. Donc, il faut savoir qu'en ce moment, les visas L sont vraiment scrutinized, sont vraiment une option très difficile à obtenir par l'USCIS. Évidemment, ils vont donner la préférence au visa E. On est dans un esprit d'investir de l'argent, de recruter des employés américains versus le visa L où ils ont l'impression qu'on vient prendre le poste d'un Américain. Donc, le visa E aussi, en avantage versus le visa L, eh bien, c'est qu'à l'occasion du premier bénéficiaire, on va qualifier la société de Treaty Investor, ce qui va permettre de faire des applications additionnelles qu'on dit truncated, ça veut dire des versions raccourcies pendant une durée d'1 an. Nous n'aurons plus à donner autant de documents. Donc, c'est vraiment un gain de temps. Les documents n'ont pas à être traduits en anglais. Hein. On donnera le personnel à Paris, au consulat à Paris est bilingue, donc on peut tout à fait donner des documents en français. C'est aussi un visa E qui qualifie, comme je viens de l'indiquer, la société, donc qui permet des applications additionnelles. Le visa L ne tient qu'à la personne. Il faut que la personne qualifie. S'il s'agit d'un visa L, et nous allons voir un petit peu le détail, manager, il faudra même donner les CV des personnes qui sont managées par vous en France et les CV des personnes que vous allez manager aux États-Unis. En tout cas, aussi une chose importante à savoir quand on fait une comparaison entre visa E ou L, c'est que quand il s'agit de l'ouverture d'un nouveau bureau aux États-Unis, un bureau qui aura moins d'1 an d'opération, vous n'obtiendrez le visa L que pour une durée de
1 an versus 25 mois pour le visa E. Et attention, cela signifie également que dans les 6 mois qui suivent, eh bien, il va falloir commencer de nouveau à relancer cette procédure de renouvellement du visa et donc repayer des frais et de services et les frais de l'autorité d'immigration. Donc, c'est vrai que quand cela est possible, eh bien, nous donnerons la préférence au visa E versus le visa L, ce qui n'empêche pas par la suite toujours de convertir quand la société a plus d'1 an d'opération en fonction de ce qui peut se passer dans l'actionnariat de la société. Voilà, il y a toujours des passerelles possibles. L'autre question aussi, c'est quand on est un entrepreneur, on est reconnu en France, on a fait des levées de fonds importantes, on a obtenu des articles de presse, eh bien, c'est la même question qui se pose. Est-ce que je demande un visa E ou un visa O? Donc, le visa O, si vous savez que l'actionnariat français va basculer dès votre arrivée aux États-Unis, eh bien, en effet, ça peut être une sécurité de demander le visa O qui ne repose pas sur le critère de la nationalité. C'est un visa que l'on obtient pour 3 ans initialement. L'inconvénient de ce visa, c'est qu'également, ça tient à vous. C'est une vraie mini-biographie. Il faut 10 lettres de recommandation sur vous. Et c'est un visa très lourd à monter qui sera soumis aussi auprès de l'autorité d'immigration américaine. Donc, souvent, on préconise de démarrer avec un visa E, quitte par la suite, si l'actionnariat de la société venait à changer, basculer en visa O. C'est tout à fait possible. Aussi, à savoir, très important, que se passe-t-il au niveau des conjoints? Eh bien, pour les conjoints mariés de visa E et de L peuvent travailler automatiquement en raison de leur statut, comme l'a indiqué Clara. En revanche, point très négatif, les conjoints mariés de visa O ne peuvent pas travailler aux États-Unis. Donc, ils pourront vous suivre, ils peuvent résider aux États-Unis, mais ne pourront pas travailler. Évidemment, chaque situation est vraiment distincte, donc il s'agit d'adapter la stratégie au cas par cas et de voir laquelle conviendra le mieux à votre situation à un moment donné, quitte à chaque fois à adapter aux nouvelles venues, toujours anticiper la prochaine étape. Donc Clara, je te repasse la parole. Oui, donc maintenant, on va se pencher sur le côté salarié. Donc, par exemple, je suis un entrepreneur, j'ai sécurisé mon visa. Quid de mon ou de mes employés en France si je veux les envoyer aux États-Unis. Donc, dans un premier temps, ce que l'on regarde, c'est la nationalité de l'employé si jamais on a déjà un visa E et une société qui a été qualifiée. Si l'employé est de la même nationalité que la société américaine, donc on prend l'exemple de la France, si la personne est française, on va pouvoir utiliser le visa E à condition que la personne ait un profil de manager ou que cette personne soit essential, qu'elle ait des essential skills, des compétences essentielles. Et donc, si jamais la société a été qualifiée depuis moins d'1 an, on pourra faire une demande truncated qui est beaucoup plus légère et le visa sera également donné pour 25 mois, renouvelable indéfiniment. C'est la même chose pour les employés. Si jamais on se heurte à un problème de nationalité, donc l'employé n'est pas de nationalité française, le visa E est rapidement écarté. De ce fait, on regarde le visa L, où il nous faut plus d'1 an au sein de l'entreprise à l'étranger, donc ici la France, donc plus d'1 an d'employment, être employé depuis plus d'1 an. Si jamais c'est le cas, on regarde donc le visa L, c'est également pour une personne qui a un profil de manager. Mais ici, le côté managerial est beaucoup plus demandeur par rapport au visa E. Comme le disait Isabelle, on va vraiment regarder le CV des personnes qui sont managées par le candidat en France, également combien de personnes et quel type de personnes seront managées aux États-Unis. Donc, c'est vraiment beaucoup plus demandeur au niveau du côté managerial, ce visa L. C'est pour ça que c'est une demande aussi beaucoup plus lourde. On a également donc, le L1B. Là, c'est pour les personnes qui ont des specialized skills, donc par exemple du type ingénieur. Le visa L est valable pour une durée de 3 ans, comparé à 25 mois pour le visa E, sauf encore une fois si nous avons un new office. Il est renouvelable par incrémentation de 2 ans, maximum 7 ans pour le L1A et 5 ans pour le L1B. Que ce soit les conjoints de visa E ou de visa L, ils peuvent travailler en raison de leur statut, comme on l'a mentionné tout à l'heure, et ils pourront donc également bénéficier d'un renouvellement en même temps que le principal. Alors, si jamais nous n'avons pas ni la nationalité française, ni justement de personnes qui est employée depuis plus d'1 an,
Que peut-on faire? Alors là, dans ce cas-là, on peut se tourner et explorer le visa H-1B. Le visa H-1B est un visa qui s'appelle en fait le Specialty Occupation. C'est-à-dire qu'on doit avoir un job, une occupation spécialisée qui demande un bachelor ou un master degree. Donc, dans ce cas, en général, on demande bien sûr le CV de la personne, on étudie son diplôme et il faut que le diplôme en fait vienne matcher la job offer. Il y a donc 2 étapes pour le H-1B. Dans un premier temps, nous avons la registration qui vient récemment de se terminer. Donc, du 1er mars au 31, on inscrit le candidat et ensuite, s'il est sélectionné dans la loterie, nous préparons la full petition d'avril jusqu'à juin. Le visa H-1B est un petit peu différent. Il a des critères très spécifiques tels que le prevailing wage. Donc ici, il y a en fait un salaire minimum à payer à l'employé. Nous regardons donc le job title et également la localisation de l'emploi, comparé au visa EOL où il n'y a pas ce critère du prevailing wage. Et également, l'employé ne pourra pas commencer à travailler avant le 1er octobre, qui est en fait la nouvelle année fiscale aux États-Unis. Donc là, ce sont un petit peu vraiment des spécificités du H-1B. Et enfin, le conjoint ne peut pas travailler. Donc là, c'est aussi une grande différence avec le visa E ou le visa L, et plutôt bien sûr un inconvénient. Une alternative également, donc par exemple, lorsque l'on a un profil qui pourrait en fait qualifier pour le visa E, parce que, par exemple, la personne est française, mais cette personne a un profil un petit peu junior, n'a pas vraiment d'expérience managériale, eh bien, on peut se tourner peut-être en transition, comme le mentionnait Isabelle, vers un visa J1. Et donc, ce visa J1 peut être attribué de 12 à 18 mois, et en attendant, la personne, en fait, peut acquérir de l'expérience aussi managériale et ensuite qualifier plus tard pour un visa E. Donc, c'est un petit peu trouver pour l'employé une solution en 2 temps. Voilà, donc c'est vrai que non, le H-1B, la contrainte, c'est en effet cette loterie qui a lieu une fois par an. Donc, c'est vraiment voilà, une période très limitée. Donc, il faut tenter sa chance, mais c'est vrai que… c'est quand même plus positif comparé à avant, puisqu'avant, la loterie était faite lorsque l'on envoyait la full petition, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus d'investissement, que ce soit financier ou de temps pour l'employé. Mais maintenant, puisqu'on inscrit tout simplement dans un premier temps la personne dans la loterie, c'est qu'on prend moins de risques, si je puis dire, et du coup, je pense que ça peut être quelque chose de favorable à présenter à un potentiel employeur. Tout à fait. Donc, alors ça, c'était donc pour les visas non-immigrants pour les employés. Maintenant, Isabelle va nous parler de lorsque l'on est aux États-Unis, donc que l'on a un visa E, un visa L ou un visa H-1B, donc que l'on a réussi à venir avec un visa de travail, comment pérenniser sa situation? Absolument. Donc, nous avons vu les options court terme ou dites de transition, les visas de travail, que ce soit donc le visa E investisseur, L1 intratransféré, O1 Extraordinary Ability, H-1B. Et donc, une fois que vous êtes aux États-Unis avec votre famille, souvent, vous vous dites, bon, ben maintenant, nous aimerions passer au stade supérieur, au stade suivant, et nous souhaiterions rester sur du long terme aux États-Unis. Quelles sont vos options dans ce cas? Donc, c'est vrai que pensez toujours à anticiper. Souvent, on arrive en visa, on se dit, bon, j'ai 3 ans devant moi, 25 mois, j'ai le temps de voir venir. C'est vrai que le temps passe assez vite. Il peut aussi y avoir des changements, des fois aussi dans l'entreprise, un changement d'actionnariat de visa E qui va vous précipiter soit pour faire un changement d'un visa à un autre, ou alors de se dire, tiens, nous voudrions sécuriser notre position, sécuriser la position de nos employés et démarrer une carte verte dès que possible. Et en effet, c'est vrai que si c'est votre intention de rester aux États-Unis sur du long terme, eh bien, il faut démarrer ça plus tôt que tard, étant donné les délais qui sont assez importants en ce moment de l'immigration. La seule chose qu'il faut considérer aussi avant de vous lancer dans une procédure de carte verte, eh bien, c'est aussi le côté fiscal. Donc ça, nous vous inviterons évidemment à consulter un fiscaliste parce qu'une fois qu'on est détenteur d'une carte verte, eh bien, on est tenu de déclarer son revenu mondial aux États-Unis. Alors évidemment, il y a des conventions pour éviter les doubles impositions, mais néanmoins, c'est un élément aussi qu'il conviendra de prendre en compte avant de lancer cette démarche de carte verte. Donc, sans plus attendre, quelles sont les options? Eh bien, nous avons, pareil que les visas, plusieurs options en termes de carte verte.
nous avons l'option EB1A. C'est une carte verte que nous apprécions particulièrement avec Clara, très intéressante. C'est pour mettre en valeur et mettre en perspective la carrière et les achievements, les accomplissements d'un individu ou d'un entrepreneur avec des compétences extraordinaires. Donc, pas besoin d'avoir obtenu un Oscar ou un prix Nobel nécessairement. Voilà, mais il y a en effet certains critères que nous devrons remplir, tels que avoir eu un prix ou un award, donc pas nécessairement une fois encore un prix à ce point extraordinaire, ça peut être aussi un ranking, d'avoir été nommé dans les 100 entreprises les plus performantes ou innovantes de l'année. Ça peut aussi être membre d'un jury, si vous avez été membre d'un jury de professionnels, avoir un membership, être membre d'une association distinguée dans votre domaine d'excellence. Attention, il ne suffit pas juste de payer le membership due, de payer votre fee d'association, votre frais d'association. Il faut aussi prouver que vous avez été sélectionné, qu'il y a des critères de sélection de la dite association, montrer que vous avez eu un rôle critique ou leader pour une organisation, une compagnie distinguée, montrer que vous avez également des publications sur vous. Donc ça, c'est très important de montrer que vous avez des interviews. Ça peut être une interview sur BFM, French Morning. Voilà, en tout cas, que vous avez de la presse sur vous. Vous pouvez aussi vous-même avoir été l'auteur d'articles. Et aussi, un point important à savoir sur le EB1A, eh bien, c'est que vous pouvez vous auto-pétitionner. C'est ce qu'on appelle une self-petition. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir une compagnie qui vous sponsorise. Vous pouvez vous-même vous auto-sponsoriser pour ce visa. Donc, ça quand même, voilà, un élément assez positif. Et puis après, je vous parlerai des différentes étapes en termes de processing. Donc, une autre possibilité de carte verte, donc voilà, désolé, c'est un peu les chiffres et les lettres, c'est le EB1C. EB1C, donc pour les cadres managers. Donc, imaginons que vous ayez déjà eu un an, vous étiez salarié pendant au moins un an sur une des entités du groupe à l'extérieur des États-Unis, en France par exemple. Après, vous avez pu venir aussi bien en visa L, intratransféré, qu'en visa E. Mais du moment que vous remplissez cette condition d'avoir été salarié pendant au moins un an avant votre venue aux États-Unis, eh bien, vous pourriez qualifier pour cette carte verte EB1C de manager multinational ou cadre exécutif. Donc, les critères seront les mêmes que pour un L1A. Une fois encore, prouver que vous aviez ce rôle managérial ou exécutif au sein de l'entité à l'extérieur des États-Unis et qu'il y a toujours cette même relation entre les deux entités, l'entité sponsor en France dont vous étiez salarié et l'entité sponsor aux États-Unis. Donc, il doit toujours y avoir ce même lien entre ces deux sociétés de détention au moins à 50%. Donc, attention, peu importe, une fois encore, que vous soyez venu en L1A ou que vous soyez venu sur la base d'un visa E du moment que vous qualifiez avant de venir aux États-Unis. Là, ce sera sponsorisé par votre compagnie. Il y a également une autre carte verte qui s'appelle la National Interest Waiver. C'est dans l'intérêt de la nation. Donc, imaginons que vous soyez dans le secteur des healthcare, de biotechnologie, un secteur qui est d'intérêt national pour les États-Unis. Eh bien, on peut aussi considérer cette carte verte qui peut aussi être self-petition. Vous n'avez pas besoin non plus d'un sponsor. Donc, quelles sont les étapes qui correspondent à ces cartes vertes? Eh bien là, nous arrivons directement en étape 2 et 3. Je vais ensuite revenir sur la carte verte plus classique dans laquelle vous verrez qu'il y a 3 étapes. Pour ces cartes vertes que nous venons de mentionner, vous arrivez directement dans la pétition ou I-140. Voilà, et à savoir qu'il y a un premium processing, donc on peut payer une option additionnelle à l'autorité d'immigration américaine pour obtenir une décision en 15 jours ouvrés, que ce soit pour le c'est surtout pour le EB1A, parce que cette option n'est pas encore disponible pour le EB1C ou pour la Green Card National Interest Waiver. Il est en discussion justement de pousser un peu la main des autorités d'immigration américaine pour étendre ce premium processing, comme nous allons en discuter de nouveau avec Clara. Donc, pour revenir sur nos étapes, pétition I-140,
suivi du I-485, dit Adjustment of Status, ou du Consular Processing. Donc, soit vous êtes en statut légal aux États-Unis, auquel cas on pourra ajuster votre statut d'un statut non immigrant. Imaginons que vous êtes en visa E, en visa L, en H-1B, eh bien, on pourra ajuster votre statut d'un statut non immigrant vers un statut immigrant. Ou alors, vous souhaitez rentrer en France, par exemple, eh bien, ce n'est pas un problème. On peut continuer la procédure de carte verte. Ce sera à ce moment-là une procédure consulaire. Attention, c'est un petit peu plus long parce que dans le cadre de la procédure consulaire, il y a une étape en plus qui est le National Visa Center de Washington. Donc, il y a une étape qui va s'insérer en plus. Et une dernière chose à savoir aussi sur l'adjustment of status, c'est à l'occasion de cette demande que nous allons également inclure une demande de permis de travail et d'autorisation de voyager. Donc, il peut y avoir une période, dans certains cas, si vous êtes en visa E par exemple, où vous allez être un peu coincé sur le territoire en attendant de recevoir cette autorisation de voyage qui vous permettra justement de faire des voyages en France ou ailleurs pendant que votre carte verte processe. Les délais, eh bien, ça peut varier. Hein. Voilà, ça peut être 1 an, 1 an et demi. C'est vraiment, si on n'a pas l'option du premium processing, ça peut être assez long parce que du coup, l'autorité d'immigration n'est pas tenue à des délais particuliers. Je viens également aborder la carte verte qui est la plus usitée, la plus classique. Il s'agit de la carte verte avec PERM, EB2 ou EB3. Voilà, je repars sur les chiffres et les lettres. Donc, pour qualifier pour une carte verte EB2, eh bien, le candidat doit posséder au moins l'équivalent d'un US Master's Degree ou l'équivalent d'un US Bachelor's Degree avec 5 ans d'expérience. Donc, ce sera soit le master, soit bachelor's degree avec 5 ans d'expérience dans son domaine de spécialité. Donc, si par exemple, on vous fait une carte verte en disant que vous allez être financial analyst, eh bien, il faudra prouver que vous aviez l'équivalent d'un US bachelor's degree et des 5 ans d'expérience dans le field de la finance. Voilà, les moins de qualifications sont demandées du coup pour une carte verte EB3, c'est-à-dire que si vous avez l'équivalent d'un bachelor's degree mais que vous n'avez pas les 5 ans d'expérience, eh bien, vous pourrez néanmoins qualifié pour une carte verte de type EB3 et les délais en ce moment sont les mêmes. Donc, il n'y aura pas de différence en termes de délai. Quelles sont les étapes? Eh bien, la première étape, c'est le I-140. Vous aurez la possibilité aussi de faire une demande de premium processing pour accélérer un petit peu les choses. Au niveau du PERM, eh bien, c'est toute une procédure assez laborieuse dans laquelle on va essayer de trouver un Américain pour occuper votre poste. Voilà, ça peut sembler un peu fou, mais c'est comme ça. Donc, cette procédure est un petit peu longue, on ne peut pas l'accélérer. Donc, quand on arrive enfin au I-140, hop, on peut payer le premium processing, obtenir une décision en 15 jours ouvrés. Et la dernière étape reste la même que pour les green cards précédentes, adjustment of status ou consular processing. On peut inclure les conjoints et les membres de la famille au niveau de la dernière étape. Eux-mêmes pourront aussi bénéficier de cette demande de permis de travail et de cette autorisation de voyage. Il faut savoir également qu'à partir d'une carte verte aussi, quel est l'intérêt de la carte verte? Eh bien, c'est aussi un chemin vers la citoyenneté américaine. En effet, au bout de 5 ans de carte verte et de résidence physique aux États-Unis, avec une présence physique aux États-Unis, eh bien, vous pourrez faire une demande de citoyenneté américaine. Voilà, donc aussi, les délais sont un petit peu longs. On est plutôt dans les 8 mois, 8 à 10 mois pour obtenir une citoyenneté américaine, ce qui était beaucoup plus court au préalable. Là, on était plutôt dans les 3-4 mois. Donc, il faut savoir en ce moment que d'une façon générale, les délais sont un peu plus longs. Donc, il ne faut pas s'inquiéter dans le sens où tout arrive, mais il faut être assez patient et une fois encore, toujours anticiper. Donc, c'est toujours le bon moment pour en discuter, pour discuter de vos options, discuter de vos passerelles et toujours chercher la meilleure solution pour s'adapter à vos besoins. Je vois aussi qu'il y a une question, est-ce que le PERM est nécessaire pour les
E2 ou EB3, si on est déjà en L1A, eh bien, c'est ce que l'on peut voir. Si vous êtes L1A, donc intratransféré, multinational ou exécutif, eh bien, vous pourrez aller directement, Clara, tu peux le montrer justement, bénéficier d'une catégorie EB1C en position managériale, multinationale ou exécutive. De ce fait, vous n'aurez pas le PERM. Comme vous pouvez le voir dans les étapes, ce sera I-140 et I-485. Donc, vous n'avez pas le PERM dans ces cas-là. Voilà, j'espère que cela répond à cette question. Donc, voilà, je crois qu'on a fait un petit peu cette overview. Ah, attendez, je crois que je vous ai perdu. Voilà. Donc, je repasse la parole à Clara pour vous donner un petit peu les dernières informations sur l'immigration, voilà, que nous avons déjà un petit peu abordées précédemment. Clara, tu es en mute. Oui, Clara, je ne t'entends pas non plus. Oui, pardon, je parlais tout seul. Est-ce que c'est parce qu'il n'y aurait pas de immigration news à nous donner? Je n'ai pas de nouvelles, donc je voudrais que les personnes les entendent parce que c'est du positif. Donc, premièrement, comme on le mentionnait tout à l'heure, maintenant, les époux de E2 et les époux L2, du coup, donc les époux de détenteurs de visa L1, sont autorisés à travailler en raison de leur statut. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Auparavant, on avait besoin, une fois sur le territoire américain, de faire une demande d'EAD, une demande de permis de travail. Maintenant, il n'y a plus besoin. C'est-à-dire que vous êtes soit E2D ou L2 dependent et vous êtes autorisé à travailler directement aux États-Unis. Ce qui fait foi, ça va être votre I-94, donc le formulaire I-94 que l'officier remplit lorsque vous arrivez sur le sol américain. Donc, si vous n'êtes pas aux États-Unis et que vous entrez sur le territoire américain, un officier maintenant devra désormais vous attribuer un code au moment de votre admission. Donc, si vous êtes par exemple époux d'un détenteur de visa E2, votre code d'admission sera E2S, qui veut dire E2 spouse. On a vu en pratique pour le moment que ce n'est pas encore forcément toujours le cas sur le 94. Des fois, nous avons des entrées et le code n'est pas encore attribué, mais cependant, ce n'est pas tant que ça un problème, puisque même si jamais vous êtes admis et que vous n'avez pas ce code, par exemple E2S ou L2S, vous serez quand même autorisé à travailler sans permis de travail, puisque si de toute façon vous êtes déjà sur le territoire US et donc que vous n'êtes pas admis à nouveau avec un nouveau I-94, l'USCIS reconnaît que les époux de visa EEL sont quand même autorisés à travailler en raison juste de leur statut et que leur I-94 actuel est suffisant. Il y a aussi une mise à jour du forme I-9 par exemple, et de ce fait, ça vous permet, donc il n'y a pas besoin en fait d'avoir une nouvelle admission. La deuxième nouvelle également, qui est un petit peu encore plus récente, elle date, on va dire, de la semaine dernière, c'est d'étendre l'option du premium processing. Donc, Isabelle l'a mentionné au cours de la présentation, le premium processing permet d'avoir une réponse sous 15 jours ouvrés pour certaines pétitions immigrant ou non-immigrant. Donc, par exemple, de nos jours, si on fait une demande USCIS avec un visa E, avec un visa L, si on fait également une demande de green card classique avec le terme au niveau du 140, mais jusque-là, on n'avait pas l'option de premium processing, par exemple, pour les green cards EB1C, donc les multi-managers, ou également pour le National Interest Waiver. Et donc, il y a eu une décision de donner l'option premium processing à ces cartes vertes et également à d'autres types de procédures telles que les I-539, donc quand on fait un change of status en tant qu'époux, et également les I-765, donc les demandes de permis de travail, bien que maintenant, pour les époux, par exemple, de E ou de S, ce ne soit plus forcément requis. On peut toujours faire une demande, mais il n'y a pas forcément besoin, puisqu'encore une fois, le I-94 sera suffisant. Et Clara, ce n'est pas encore implémenté pour les premium processing, donc c'est en annonce pour le moment. Hein. Il y a une décision, mais pour l'instant, ce n'est pas encore implémenté exactement. Voilà. Et aussi une petite précision suite à ce que tu viens de dire, qui est intéressante aussi toujours à garder en tête au sujet du I-94 et du statut qu'a mentionné Clara, c'est qu'il faut bien distinguer le visa
du I-94 du statut aux États-Unis. Le visa, c'est un titre de voyage. C'est ce qui va vous permettre de rentrer aux États-Unis. Une fois que vous êtes aux États-Unis, ce qui va être très important et auquel il faudra toujours se fier, c'est votre statut. Et de ce fait, il faut toujours vérifier votre I-94, qui est un petit formulaire désormais électronique. Donc, c'est ça qui vous donne votre statut légal aux États-Unis. Voilà, c'était la petite précision. Oui. Voilà. Donc là, je crois qu'on a vos contacts. On peut prendre rendez-vous directement avec vous, c'est ça? Absolument. Si vous avez besoin de décisions, d'options au cas par cas, eh bien à ce moment-là, c'est vrai que nous vous invitons à prendre une consultation personnalisée. Si vous avez besoin aussi de stratégies, justement, un peu sur le moyen, long terme, voilà, il faut toujours garder en tête. C'est vrai qu'en immigration, on entend beaucoup de choses, mais chaque situation est vraiment distincte. Il convient à chaque fois de trouver la stratégie qui vous convient au mieux. Et comme vous avez pu le voir, il y a des options. Il y a des options sur le moyen terme, sur le long terme. Donc, c'est vrai que c'est important. Voilà. Et comme je dis toujours, le mot-clé, c'est d'anticiper. Voilà, dans la mesure du possible, toujours d'essayer de se projeter et d'anticiper pour vous et votre famille. Voilà, on a aussi des questions, je crois, Romain, qui arrivent, n'est-ce pas? Ouais. Je vais juste rapidement, j'ai fait un test du QR code. Vous en faites pas si jamais vous n'arrivez pas à prendre un créneau en avril. On va regarder et puis on va réouvrir des créneaux tout de suite après ce webinaire. Donc, vous en faites pas. Si jamais il y a quoi que ce soit, tout le monde a mon adresse mail. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et moi, je le forward directement à Isabelle et Clara si jamais vous n'arrivez pas à rentrer en contact avec Columbus. OK? Alors, on va démarrer les questions dans l'ordre. On a Semefa qui nous a posé une question. Elle est récemment titulaire d'un visa L1, L2 pour sa famille et elle demande quelle sera la meilleure stratégie pour obtenir la citoyenneté américaine à long terme. Eh bien, c'est ce que nous venons de voir. Donc, pour obtenir la citoyenneté, eh bien, il faut se faire sponsoriser pour une carte verte parce qu'afin d'aller sur le chemin de la citoyenneté, eh bien, il faut passer par une carte verte. Et au bout de 5 ans de détention de carte verte, eh bien, on pourra prétendre et démarrer une procédure de citoyenneté américaine. Super. Merci beaucoup. On a Sarah qui a une question pour nous en rapport avec la Green Card. Alors, elle est employée en France dans son entreprise actuelle depuis plus d'1 an. Elle n'est pas encore manager, du coup, elle n'est pas encore éligible au L1. L'entité aux États-Unis, on ne peut pas faire de E2 car il n'y a pas plus de 50% des parts. Il y a plus de 50% des parts qui sont américaines. Donc, si elle arrive aux USA avec un J1 trainee, par exemple, je fais 1 an et demi aux US et deviens un manager, pourrais-je ensuite demander un L1 en capitalisant sur les années d'expat en dehors des US dans l'entreprise? C'est une bonne question. Oui, alors la réponse c'est que en fait non, c'est-à-dire que ce qui compte c'est l'expérience acquise physiquement à l'extérieur des États-Unis. Donc, soit, voilà, maintenant, il faut voir après si elle peut qualifier, parce qu'il y a 2 sous-catégories de L1. Il y a le L1A, intratransféré quand on est en position managériale ou exécutive, et L1B, quand on est plutôt dans un cadre de Specialty Essential Knowledge. Donc, si elle ne qualifie pas pour un L1A, peut-être qualifie-t-elle pour un L1B. Et sinon, après, si elle vient aussi en J1, on peut aussi démarrer une procédure de carte verte directement d'un J1. Le problème souvent dans ce cas, c'est qu'on manque de temps parce que la procédure, comme on en a discuté, de carte verte est somme toute assez longue avec plusieurs étapes, dont certaines dont on ne peut pas raccourcir, on ne peut pas raccourcir le temps. Donc voilà, après, c'est du cas par cas et il convient de voir la situation. En tout cas, voilà, après, il y a aussi la possibilité de faire J1 et de faire une demande de visa H1B l'année prochaine, au mois de mars. Donc ça, c'est encore une autre possibilité si jamais on ne qualifiait pas pour un visa L1. Voilà. Parfait.
Alors, j'aime bien donner la parole aux gens. Alors, la seule chose que je vous demande, c'est de poser une seule question et si possible de la poser de manière la plus succincte possible. Et donc, Edwige a levé la main, donc on va écouter Edwige. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Je vous appelle, oui, mon fils qui est aux États-Unis en ce moment à l'école de langue. Et moi, j'aimerais bien savoir, on habite France, je suis en France en ce moment, et comment faire si je dois aller régulièrement voir mon fils et rester peut-être avec lui un peu plus longtemps? Quel visa je peux, quelles sont les démarches que je peux faire pour pouvoir rester longtemps avec mon enfant là-bas aux États-Unis? Donc, votre enfant est aux États-Unis et vous souhaitez juste pouvoir le rejoindre, c'est ça? Voilà, c'est ça. Oui, alors soit vous pouvez aller en ESTA ou sinon vous pouvez demander auprès du consulat un visa B2 de visiteur touriste, voilà, en disant que vous souhaitez pouvoir passer jusqu'à 6 mois dans l'année auprès de votre enfant, voire 1 an pour voilà, être à ses côtés. Mais attention, il faudra montrer que vous avez des attaches en France et aussi suffisamment de moyens financiers pour ne pas avoir besoin de travailler aux États-Unis quand vous allez voir votre fils. Donc, dans ces cas-là, il faudrait envisager une demande de visa B2 accompagnant. Visa B2 qu'il me faut alors. Voilà, auprès du consulat à Paris. Absolument. Ah, ben super alors. Merci beaucoup. Merci. C'est gentil. Je vous en prie. Au revoir, Edwige. Au revoir. Alors, on a Delphine qui nous pose une question. Elle dit « Bonjour, merci pour ce webinaire. Ma question, est-il nécessaire d'avoir été aux États-Unis avec un visa non émigrant avant de faire une demande de carte verte ou peut-on faire une demande depuis la France, des demandes de carte verte directement ?» Oui, alors dans certains cas, en effet, il est possible de faire une carte verte dite consulaire. Comme je l'indiquais tout à l'heure, c'est une procédure où vous restez en France, vous n'êtes pas aux États-Unis et ça va suivre son cours et vous aurez votre entretien final à Paris. La seule chose, c'est qu'il vous faut un sponsor. Donc, soit vous êtes dans la catégorie EB1A que je mentionnais, où vous pouvez vous auto-sponsoriser parce que vous êtes reconnu comme un expert dans votre secteur d'activité, dans votre domaine d'excellence, ou alors, si ce n'est pas le cas, vous pouvez vous faire sponsoriser par une société basée aux États-Unis et qui fera une procédure consulaire pendant que vous êtes en France. Voilà, donc il faut voir dans quel cadre particulier vous êtes, mais sur le principe, dans certains cas, c'est possible. Merci Isabelle. Je donne la parole à Yann qui avait une question pour vous. En même temps, juste pour vous dire, j'ai fermé le chat parce que c'est un peu compliqué de suivre le chat et le Q&A en même temps. Si vous pouvez poser vos questions dans le Q&A, ce sera plus simple, comme ça je peux les marquer quand elles sont répondues. Merci beaucoup. Yann, on t'écoute. Oui, bonjour, merci pour ce webinaire. J'ai une question par rapport à la transition L1A Green Card. Donc, moi, ça fait 6 ans que je suis aux États-Unis. Je travaille aux États-Unis pour une multinationale qui m'a mis ici. Ma question est la suivante. Si on commence une procédure avec l'employeur, donc EB1C ou par moi-même en EB1A, sachant que l'un est déjà disponible en premium, l'autre ne l'est pas, est-ce que à l'issue des 7 ans de visa L1A, donc la limite maximum, est-ce qu'on a le droit de rester travailler ici tant qu'on est en procédure sur la Green Card? Ou est-ce qu'on doit partir à la fin de 7 ans? Voilà, merci de votre question. Donc, la réponse est la suivante. Tout dépend à quelle étape vous êtes de la procédure. Il faut en effet, pour pouvoir, par exemple, demander un adjustment of status. Donc, comme vous avez pu le voir, Clara, peut-être qu'on peut revenir sur les étapes de la carte verte. Si ça ne t'embête pas. Voilà. Donc, vous voyez, si vous en êtes toujours dans la première étape de la pétition, ou alors il faudrait que vous soyez déjà arrivé au moment de l'adjustment of status. Donc, auquel cas, on peut ajuster votre statut d'un non-immigrant, qui est votre visa actuel, à une demande de carte verte. Et il faudrait pour cela que vous ayez aussi reçu votre permis de travail. Donc, ce qui est très important, c'est soit vous avez réussi à maintenir, vous êtes toujours dans votre L1, dans votre 7e année,
et le L1 est toujours valide, hein, sur votre I-94, vous êtes toujours en statut valide de détenteur de L1, ou alors, au moment où on fait la demande de I-485, eh bien, votre L1 arrive à expiration et auquel cas, il faudra attendre de recevoir votre permis de travail. Mais c'est vrai que le conseil, donc je ne sais pas si vous avez démarré ou pas cette carte verte, mais le conseil, c'est de ne pas attendre vraiment la dernière année, mais de commencer, vous voyez, quand vous êtes dans votre 5e, voire 6e année, eh bien, de démarrer la procédure pour qu'au moment où vous arrivez vers la fin de votre 7e année, eh bien, au moins, vous arriviez au moment de l'adjustment of status où vous pourrez bénéficier d'un permis de travail et d'une autorisation de voyage. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Ben, je vous en prie. Merci Yann. C'est pas Yann, mais c'est Johan maintenant qui nous demande je suis actuellement J1 Exchange Visitor et mon visa se termine mai 2023. Quelles sont mes options pour pérenniser ma situation aux USA, s'il vous plaît? Eh bien, Johan, soit c'est de faire une demande de participer à la loterie H1B, sponsorisée par son entreprise qui ouvrira maintenant, il faudra attendre mars prochain. Soit de voir si vous êtes éligible pour un visa E, si votre société est détenue majoritairement par une entité française. Voilà, donc ce seraient les deux non-immigrant options. Hein. Voilà, non, Clara, tu confirmes? Clara, tu es en mute. En tout cas, voilà, pour répondre, ce serait H1B ou visa E à considérer. Oui, excusez-moi, je n'avais pas vu le PowerPoint, c'est pour ça. Non, et du coup, si la question était non-immigrant, oui, mais après, il y a aussi du coup l'option de carte verte qui peut être explorée également avec l'employeur si c'est quelque chose que l'employeur serait… Voilà, mais c'est vrai que là, on est un petit peu juste dans les délais parce que c'était… Oui, c'est vrai. Ouais, voilà, donc en effet. Ok, on va écouter Anouchka. Anouchka, on t'écoute. Oui, alors j'avais déposé ma question par écrit, mais si vous voulez, je vous l'exprime aussi. Donc, merci pour ce webinaire tout d'abord. Voilà, mon fils est aux États-Unis depuis 3 ans maintenant. Il a un visa donc étudiant qui se termine en 2024. Il est en high school, en dernière année de high school, et il envisage de faire l'année prochaine une prep school pour améliorer ses performances au niveau basket. Et il va dans une prep qui n'a pas d'agrément pour un I-20. Donc, je voulais savoir comment ça se passe et sous quel statut il peut rester aux États-Unis, sachant que le visa à lui seul étudiant ne lui suffirait pas pour pouvoir faire rentrer et sortir du territoire assez régulièrement si besoin. Ben, c'est vrai que voilà, nous, on s'occupe plutôt d'immigration professionnelle business. Il faudrait voir, normalement, les étudiants doivent trouver un collège qui peut les sponsoriser pour un visa F étudiant. Donc, c'est vrai que dans ce cas précis, je n'aurais pas vraiment d'option puisqu'il ne s'agit pas d'un visa professionnel. Après, il y a dans les visas O, il y a aussi les visas P, aussi que je n'ai pas évoqué parce que c'est un petit peu plus rare aussi des fois pour les athlètes de haut niveau, les athlètes sportifs, s'il a gagné déjà un prix, etc., il faudrait voir s'il peut qualifier pour un visa athlète. Mais c'est vrai que souvent pour des jeunes gens, le plus courant, c'est de rentrer dans une école ou un collège qui peut les sponsoriser pour un visa F. Donc, il faut quand même qu'ils se renseignent parce que c'est somme toute très courant. Voilà, donc ce serait soit le visa F, soit de voir un visa athlète, mais pour le athlète, il faut vraiment prouver qu'on est dans le top 10, voilà, qu'on a déjà gagné des prix ou des awards. Peut-être également voir le visa J1. Certaines universités, des fois, ça fonctionne avec certaines universités. Donc, pourquoi pas aussi voir cette option. Oui, mais c'est plus des fois un researcher, oui. À voir. Merci mais beaucoup. Que, voilà, moi, je pense il faut quand même qu'ils se renseignent pour le visa F et ou le visa athlète éventuellement. Merci à toutes les deux. On va écouter Gérard qui a une question pour nous. Gérard, on vous écoute. Bonjour, merci de cette présentation. Je rebondis sur la question du visa B2 touristique d'il y a quelques instants et je vois que selon les pays,
les consulats proposent des délais pour l'interview qui sont plus ou moins longs. À Paris, je crois que c'est plus de 200 jours, mais au Luxembourg, c'est 60 jours. Est-ce que, alors, première petite question, est-ce qu'on peut choisir l'endroit où on fait l'interview? Et deuxième petite question, est-ce qu'en ce moment, la délivrance des B2 n'est pas un peu plus difficile? Clara, tu veux répondre ou tu veux que je réponde? Merci. Je peux répondre. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que oui, tout dépend des consulats. Par exemple, en ce moment, le consulat de Paris met la priorité, donne la priorité sur les visas E. C'est-à-dire que là, les premiers rendez-vous disponibles, par exemple, pour un visa B1, B2, ce n'est pas avant l'automne. Cela dit, donc on peut tout à fait choisir son consulat si le consulat, en fait, peut accueillir des résidents autres. Par exemple, si on choisit le consulat de Francfort qui accueille d'autres nationalités, là, ce serait possible. Mais certains consulats n'accueillent que les résidents du pays en question. Donc, tout dépend de ça. Donc, déjà, il faudrait contacter le consulat, par exemple, par email pour leur demander s'ils accepteraient de recevoir l'application. Et ensuite, au niveau des délais, regarder en ligne. Mais c'est vrai que pour les visas B, en général, ils n'ont pas la priorité de nos jours, et surtout à Paris. On le voit là en pratique par rapport au visa E, par exemple. Merci beaucoup. On a Clément qui nous pose une question intéressante. Est-il possible de transférer un visa H1B sponsorisé par une non-profit organization, donc une association à but non lucratif, à un visa H1B sponsorisé par une entreprise for-profit, donc une entreprise, sans devoir passer par la loterie de mars? Normalement, il faut passer par la loterie dès lors que le sponsor n'est pas une autre non-for-profit. Donc, il faudra repasser par le CAP. Merci pour la réponse rapide et brève. On a beaucoup de questions. Alors, un anonyme qui nous demande « J'ai souvent entendu dire qu'il est déconseillé de voyager en dehors des USA lorsqu'on a un processus en cours avec les services d'immigration. Est-ce de même avec une Travel Authorization? Confirmez-vous cela ?» Alors, si c'est une Travel Authorization qui a été obtenue dans le cadre de la carte verte, voilà, je suppose qu'on fait référence à cette situation, eh bien oui, on peut voyager avec le Travel Advance Paroli obtenu. Donc, c'est cette même carte qui permet et de voyager et de travailler. Je vous confirme que mes amis qui sont sur ce statut en ce moment font des allers-retours en France. Ils n'ont aucun souci. Tout à fait. Et même d'ailleurs, ce qui était intéressant, c'est que pendant le Covid, voilà, quand la plupart des non-immigrant visas avaient besoin justement d'obtenir une exemption, et bien quand on avait le Travel Advance Paroli, et bien on pouvait aussi aller et venir. Voilà. Alors, on a une question d'un autre auditeur anonyme qui nous demande « Savez-vous à quelle échéance on peut imaginer que le premium processing sera implémenté pour le I-765 » Pour le moment, alors, Clara. Pour le moment, on n'a pas de date, donc c'est quelque chose qui va arriver parce qu'il y a une décision qui a été prise, mais au niveau là, de la timeline, on n'a pas encore vraiment de recul sur ça. Aux dernières nouvelles, parce que là, c'est vraiment très, très récent. Donc, ça peut rapidement changer. Oui, c'est vrai que l'annonce vient d'être faite, donc on attend en effet de voir ça. Il y a vraiment un push en ce moment, c'est vrai, pour essayer d'obtenir voilà, des changements de l'administration américaine. Donc voilà, on voit qu'il y a en ce moment des pushs très très forts pour que les choses évoluent, comme on l'a vu pour les conjoints mariés de visa EL. Donc écoutez, on espère, voilà, on croise des doigts pour que ça arrive le plus rapidement possible. Ce serait fantastique. Vous avez le lien en bas de la page, donc peut-être également pour suivre un petit peu ce qu'il se passe. Oui, très bien. Alors, on a une question, on clôturera à 13h côte est des États-Unis, donc dans 2 minutes. Sarah qui nous demande « Est-il possible de faire une demande d'HAB alors que mon visa J1 n'est pas encore terminé et donc continuer à travailler pendant la procédure ?» Oui, tout à fait. Donc, la seule chose, c'est que maintenant,
La prochaine ouverture de loterie, ce sera en mars 2023. Voilà, mais si votre visa, Sarah, de votre J1 est toujours valide à ce moment-là, ben, tout à fait, vous pourrez faire une demande de visa H1B. Parfait. Tiens, on a une question qui revient très souvent de Julia. Quel visa faut-il viser si on souhaite directement chercher un travail sur place aux États-Unis sans y être envoyé par une entreprise pour laquelle on travaille en Europe? Pour un statut manager, 5 années d'expérience dans mon domaine d'expertise. Merci d'avance. Voilà, c'est vrai qu'il y avait aussi, on n'a pas évoqué le VIE, mais ça, c'est quand une entreprise vous envoie, en effet, aux États-Unis. C'est aussi une forme de J1, mais c'est du volontariat civil. Donc, sinon, dans ce cas-là, eh bien, il faut démarcher des entreprises américaines détenues au moins à 50% par des actionnaires français, donc des entités françaises ou des individus français. Et si vous qualifiez, eh bien, ils pourront vous sponsoriser pour un visa E, voilà, en position managériale, si vous avez indiqué que vous étiez en effet manager actuellement. Donc, vous avez je prends une dernière question, parce que c'est aussi une question qui revient très souvent. J'ai acheté un appartement aux États-Unis récemment, je suis en France et j'aurais voulu savoir si cela peut me faire obtenir un visa résidence, sachant que je vais créer un emploi potentiel avec la mise en location du bien quand je ne serai pas là via Airbnb. Question d'un auditeur anonyme. Alors, on a souvent en effet cette demande. En fait, vous pouvez demander un visa B2 de tourisme, mais comme l'a indiqué Clara, les délais sont très longs actuellement pour pouvoir obtenir un rendez-vous. Ah oui, quoique pour les B2, Clara, je crois que c'est un petit peu plus court, non? Non, c'est que pour les B1. La même chose, B1 ou B2. Là, on a récemment vu en pratique pas avant novembre. Donc, ça peut changer, mais pour le moment, c'est… Ouais. Voilà, donc vous pouvez faire cette demande de B2 pour dire que vous souhaitez bénéficier de votre résidence de vacances, mais attention, néanmoins, ce n'est pas si facile à obtenir. Il faut vraiment apporter des preuves très concrètes comme quoi vous avez vos attaches permanentes en France et que vous avez suffisamment, une fois encore, de moyens financiers pour subvenir à vos besoins pendant la durée de votre séjour aux États-Unis. Donc, c'est quand même un mini dossier à monter. Et la vraiment dernière des dernières questions, parce que je viens de la retrouver, elle était posée en 2 fois, c'est la question de Laurent. Ma fille est en avant-dernière année du secondaire, mais nous allons probablement quitter les États-Unis en juin 2023. Quelles sont les solutions pour qu'elle puisse compléter ses études secondaires aux USA, sachant qu'elle a pour l'instant un visa de dépendant? Quid de mon épouse qui pourrait rester avec elle, vu qu'elle est mineure? Oui, en fait, c'est le visa F ou J1 ou F visa étudiant. Donc, il y a une fois encore des collèges qui sponsorisent pour des visas F. Le J1, il faudrait se diriger vers un organisme. Il y a des organismes spécialisés qui encadrent les visas J1. Donc, il faudrait voir avec eux si cela est une possibilité. Et sinon, se renseigner auprès des écoles, des lycées ou des collèges qui peuvent sponsoriser un visa F. Souvent, on a ce cas-là. On a aussi le cas des enfants mineurs qui deviennent majeurs et qui, de ce fait, ne peuvent plus bénéficier du visa dependent de leurs parents et du coup, qui doivent être sur leur propre visa. Donc, le visa F est quand même très bien parce qu'en plus, on peut faire par la suite un post-completion training qui permettra de travailler et en attendant de trouver, de postuler pour un H1B ou un autre type de visa par la suite. Mais en tout cas, voilà, le conseil, c'est de voir soit avec un organisme spécialisé en visa J1, soit de trouver une école ou un collège aux États-Unis qui peut sponsoriser pour des visas F étudiants. Voilà. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin de ce webinaire. Donc, voilà, on a fini. Si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas. On a affiché le QR code pas mal de fois. Tout ça, c'est en replay, bien entendu, comme d'habitude. Vous pouvez retrouver sur le Facebook de French Morning, le LinkedIn, le YouTube Live et aussi dans les articles et la newsletter de French Morning. Donc,
c'est assez facile. Si jamais, pour les gens qui cherchent des anciens webinaires, vous descendez tout en bas du site frenchmorning.com et là, il y a une section webinaire. Donc là, vous avez tous les replays des webinaires précédents. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour mardi, un webinaire sur l'investissement dans les terrains aux États-Unis avec Len Quire. Et vendredi, un webinaire un peu spécial avec une interview d'Ariane Daguin qui vient de vendre son business la semaine dernière pour plus de 102 millions de dollars. Voilà, donc un webinaire qui s'annonce passionnant. Et les semaines d'après, on a aussi avec KPMG un webinaire sur les réformes de taxes. Donc ça, ce sera la semaine d'après, le mardi d'après. Merci à tous. Merci. Bonne journée pour ceux qui sont sur la côte ouest, comme Isabelle et Clara qui est côte est, je crois. Et puis, bon apéro pour les gens qui nous suivent de la France. À bientôt sur French Morning. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.